je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Venir vous parler de pyramides, de momies, de toutes ces choses que vous trouvez à l'envi dans la presse, que vous pouvez voir à la télévision. Il n'y a pas de semaine où il y ait une émission, un reportage, une fiction, une déclaration, un article. Bref, vous devez être sursaturé de momies, sursaturé de pyramides. Venir vous faire un cours théorique, technique sur l'égyptologie, ce n'était peut-être pas la peine. Puis si vraiment vous voulez, venez donc au Collège de France. Vous verrez. Et il m'a semblé que je pouvais essayer non pas de répondre à une question, mais de tenter de cerner une question que très justement M. Ralit a mis en avant dans son introduction. Il y a une sorte de sympathie avec la civilisation pharaonique qui fait que nous qui sommes très loin, qui avons des racines totalement différentes, nous avons un élan, un mouvement qui fait que l'Égypte attire. Vous voyez, ce soir vous êtes nombreux, parce que la civilisation pharaonique, c'est quelque chose qui plaît. C'est pourtant extrêmement loin de nous. Comme le disait très bien tout à l'heure M. Ralit, on a mis très longtemps à déchiffrer les hiéroglyphes, à comprendre. C'est une science toute jeune, c'est une science qui a 2 siècles à peu près, l'égyptologie. Et pourtant, depuis toujours, depuis la plus haute antiquité, tout le monde a été attiré par cette civilisation. Alors pourquoi? Et je charge donc cette Aléthée, A Priestess of Isis, magnifiquement peinte par Edwin Long à la fin du XIXe siècle, de vous introduire dans cet amour de l'Égypte pharaonique qui faisait qu'un peintre britannique post-orientaliste de la fin du XIXe siècle représentait une jeune fille aux yeux languides comme prêtresse d'Isis, lui attribuant le nom de Aléthée, c'est-à-dire la vérité en grec, et que l'on y voit un ibis en train de picorer négligemment quelque nourriture. C'est un mélange, une rencontre extraordinaire qui, à l'époque, était perçue comme l'idée même de ce qu'était l'Égypte. Cette Égypte, il n'a pas été nécessaire d'attendre que Champollion ait découvert les hiéroglyphes pour s'y intéresser. Je vous emmène dans une promenade où l'on va regarder l'Égypte hors d'Égypte. Je vous emmène dans la Rome antique, dans l'Italie renaissante, dans la France du XIXe. Vous avez ici une jolie gravure de Piranèse que tout le monde connaît qui représente l'obélisque de Saint-Jean de Latran. Voilà quelques photos qui montrent cet obélisque christianisé, comme vous le voyez. Aujourd'hui, peut-être serait-il bon éventuellement de baisser un peu la lumière parce que vous ne devez pas voir grand-chose dans les projections. Je sais que le caméraman doit se réjouir d'avoir de la lumière, mais c'est un peu dommage, vous ne verrez pas grand-chose. Donc, je vous emmène à Rome, et cet obélisque, comme vous le savez probablement, certainement tous, a été déménagé depuis Karnak. Constantin, l'empereur Constantin, qui n'a rien à voir avec le calendrier berbère, l'empereur Constantin a démonté 2 obélisques de Karnak, l'un destiné à Rome et l'autre qui a fini à Constantinople et qui se trouve aujourd'hui donc toujours à Constantinople. Et cette opération a été décrite par celui que je serais assez tenté d'appeler le premier égyptologue, qui est Ammien Marcellin. Là, nous sommes au milieu du IVe siècle de notre ère, à une époque où on ne lit plus les hiéroglyphes. Les temples sont fermés, la connaissance s'en est perdue. Alors, je ne vais pas vous lire le texte d'Ammien Marcellin, Horresco Referens, mais je vais simplement vous indiquer, comme vous pouvez le voir si vous pouvez le lire sur l'écran, que Ammien Marcellin décrit le démontage de cet obélisque et il en donne une traduction, lui qui ne connaît pas les hiéroglyphes. Et il donne une traduction, je me contente de vous lire la première colonne d'écriture. « Le soleil roi Ramsès, je t'ai donné de régner avec joie sur la terre, favori du soleil et d'Apollon, puissant ami de la vérité, fils de héros, issu d'un dieu. » Ça n'a rien à voir avec le texte. Rien du tout. Et ça a tout à voir. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Ce texte, c'est ce qu'on appelle un protocole royal. C'est-à-dire qu'il donne les noms du pharaon, ses épithètes, et il y a effectivement un échange avec le dieu, qui est la consécration de cet obélisque. Alors, Ammien Marcellin, sans connaître le fond des choses, les transpose dans sa culture. Et il ne tombe pas très loin de la cible en faisant cela. Donc déjà, vous voyez, c'est ce système même
d'obélisques fascinent suffisamment pour qu'un empereur décide de les déménager. C'est un long voyage. Luxor, Rome, Luxor, Constantinople, ce sont des très très longs voyages. Et d'ailleurs, Ammien Marcellin, dans son texte, raconte que le prince mourut dans l'intervalle et l'opération languit. Ce ne fut que longtemps après que cette masse enfin embarquée traversa la mer et remonta le Tibre, qui semblait craindre que le volume de ses eaux ne suffît pas à convoyer jusqu'à la ville qui l'arrose ce présent d'un fleuve inconnu. Belle figure de style. Référez-vous au transfert de l'obélisque de Luxor sous Charles X. Ça a été toute une affaire, toute une opération. Reporter cela sous la Rome de Constantin. Et donc, cet obélisque arrive à Rome, de même qu'arrive à Constantinople l'autre obélisque que vous voyez ici. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer une petite miniature du XVIe siècle qui montre les sujets du sultan en train de pavoiser devant l'obélisque sur la grande place, puisque cet obélisque est derrière l'esplanade des mosquées. Donc vous voyez que pas besoin d'être français, pas besoin d'être romain, on peut être aussi bien turc et avoir une affinité profonde avec la civilisation pharaonique, et ce, à travers les siècles. Mais intéressons-nous de plus près à notre relation, à notre histoire, à nous, avec l'Égypte. Les obélisques de Rome, comme vous le savez, étaient tombés, comme tous les monuments de Rome, plus ou moins en ruine, et lors de la grande restauration des monuments de Rome, qui fut faite à la fin du XVIe siècle, la redécouverte de ces monuments déclencha les premières recherches pour comprendre le système des hiéroglyphes. C'est ainsi qu'au début du XVIIe siècle, Athanase Kircher entreprit de lire et de comprendre cette civilisation qui n'était plus accessible que par ces monuments hors d'Égypte. Car à l'époque, les monuments égyptiens proprement dits étaient pratiquement totalement inconnus. En effet, Héliopolis, la ville du soleil, qui aujourd'hui est un quartier du Caire, avait totalement disparu puisque l'ensemble avait été déménagé en quelque sorte par Trajan en Alexandrie. Et donc, c'est en Alexandrie que l'on voyait des éléments de monuments égyptiens transformés en décors de théâtre, en quelque sorte. La ville de Memphis avait été quasiment détruite pour la construction du Caire, et le reste était enfoui sous la palmeraie de Mizraïn. Quant au sud, me direz-vous, Thèbes, Luxor, Karnak, on n'y allait plus. On n'allait plus dans ces zones-là. Les seuls voyageurs de l'époque étaient les voyageurs qui allaient vers la Mecque. Et ils tournaient à Kéna pour aller sur la mer Rouge et pour prendre le bateau pour traverser jusqu'à Médine et à la Mecque. Et le sud, plus personne n'y allait. C'était une zone dangereuse, c'était une zone incertaine. Seuls quelques fous qui partaient à la recherche du royaume du prêtre Jean, d'Éthiopie, passaient par là. Mais sinon, personne. Donc on ne connaissait plus l'Égypte. Et c'est l'Europe qui était tout d'un coup devenue le conservatoire du patrimoine égyptien. Voilà pourquoi des gens comme Athanase Kircher se sont intéressés aux monuments qui étaient les seuls accessibles à ce moment-là. Alors évidemment, apparaissent tout de suite, dans ces travaux d'Athanase Kircher, des restitutions qui aujourd'hui nous paraissent folles. Vous voyez par exemple une statue égyptienne telle que la voyait Kircher. Vous voyez par exemple l'image qu'il avait du temple d'Isis à Rome. Vous voyez, il est parsemé d'obélisques, il y a une sorte de kiosque au centre. C'est-à-dire qu'à cette époque, c'est constitué un imaginaire, c'est constitué, comme dirait mon ami Robert Solé, une Égypte du rêve, qui n'est pas l'Égypte, mais qui va être la réalité égyptienne pour l'Europe. C'est sur ce terreau que Champollion va, lui, essayer de comprendre plus directement. Alors je vous emmène par quelques images dans cette Égypte fictive, cette Égypte imaginaire, avec des tentatives qui aujourd'hui nous paraissent bien misérables de décryptage de l'écriture. Voici ce que l'évêque de Gloucester, dans Legation of Moses, au début du XVIIIe siècle, William Warburton, propose pour comprendre les hiéroglyphes. Vous voyez que l'on est très loin du travail de Champollion. On est très loin d'une approche philologique, d'une approche linguistique. On considère que les hiéroglyphes, par leur torsion, reproduisent les lettres de notre alphabet. Puis vous allez voir que très rapidement, on va y ajouter tout ce qu'on ne connaît pas.
Regardez ici une magnifique statue. Cette tête est une tête égyptienne et on l'interprète comme étant un mélange d'une tête égyptienne sur laquelle seraient des signes chinois. Alors, je pourrais multiplier, évidemment, ces exemples, je ne le ferai pas, je me contente de feuilleter ce livre devant vous, mais vous comprenez qu'il y a un amalgame qui est fait, et vous voyez apparaître le conte de Caylus, il y a un amalgame qui est fait entre toutes les antiquités que l'on ne connaît pas, qui font partie de l'imaginaire collectif, et du coup, il se crée une surcharge de la civilisation pharaonique qui devient une sorte de magie. Déjà, les Grecs, quand ils allaient en Égypte dans l'Antiquité, à partir du VIe siècle, allaient en Égypte à la recherche du savoir. Ils savaient que c'était la mère de toute civilisation, et donc ils venaient pleins de respect, livrés souvent à des guides et à des traducteurs un peu fantaisistes, qui leur racontaient toutes sortes de fariboles, et puis ensuite ils repartaient pleins de sagesse. On dit même que Platon aurait puisé une partie de son inspiration en Égypte. Eh bien, c'est un peu la même chose qui se produit, mais avec 10 ou 15 siècles de silence et d'oubli entre les deux. Et donc nous sommes dans ce début du XVIIIe siècle, à un demi-siècle de l'expédition de Bonaparte, dont on parlait. Nous sommes dans un monde qui se construit de façon totalement fantastique. Je ne commente pas ce que vous voyez devant vous, mais rien que le titre du recueil de Philippe de Caylus, recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, c'est le grand sac, on met tout ça dedans, on secoue et on regarde s'il en sort quelque chose. Sur cet imaginaire s'est construit toute une expression culturelle qui va prendre l'essentiel de son expression dans la musique et dans l'opéra. Vous avez ici, nous sommes en 1671, vous avez un décor fait pour Lully, l'apothéose finale de son opéra, et vous apercevez dans le médaillon écrit Isis, que vous voyez en bas. Cette apothéose finale est intéressante à voir car vous avez une représentation des dieux qui sont dans les cieux, ça pourrait être les dieux de l'Olympe, c'est généralement là qu'on les place, et puis une descente vers le sol et un triomphe de la déesse Isis. Tout cela, évidemment, surtout sous les 3 fleurs de lys qui sont au sommet du décor, est tout à fait surréaliste pour nous. Ça n'a rien à voir avec l'égyptologie. Mais, à cette époque-là, juste avant l'expédition, on est à 15-20 ans avant l'expédition de Bonaparte, fleurissent toutes sortes d'explications qui font que notre civilisation prend ses racines dans l'Égypte. Et elle prend ses racines dans le culte isiaque, dont on sait qu'il s'est répandu à travers l'Empire romain. Donc la filiation est très simple. L'Égypte, Rome et nous. Je ne résiste pas au plaisir de lire avec vous cette page de cours de Gébelin sur le monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne. Vous voyez cette démarche. Nul n'ignore que Paris était à l'origine limité à l'île. Elle fut ainsi, dès son origine, une ville de navigateurs. Étant donné qu'elle s'élevait sur un fleuve et était consacrée à la navigation, la ville prit pour symbole une nef, que vous voyez. Et comme déesse protectrice, Isis, déesse de la navigation. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'il prend ça, Isis, déesse de la navigation? Si, dans les représentations d'Isis Euploia d'Alexandrie. À Alexandrie, la ville d'Alexandrie est représentée comme une femme avec une couronne sur la tête, une couronne crénelée, qui est la forteresse d'Alexandrie, et c'est Isis qui assure la bonne navigation. On va la retrouver dans un instant. Et cette nef fut la nef d'Isis elle-même, symbole de cette déesse. Le nom de la nef devint ainsi le nom de la ville. Celle-ci se nommait Baris. C'est le nom de certains bateaux égyptiens transmis par les Grecs. Oui, c'est Barus, c'est le nom que les Grecs ont donné aux grandes barges égyptiennes qui servaient au transport. Et avec la prononciation forte de la Gaule du Nord, nous sommes tous de la Gaule du Nord, cela devient Paris. Ah oui, ça c'est de la science. Hein? Continuons. Vous allez voir que nous ne sommes pas au bout. Nous voici ici
dans Gilles de Corrozet un plan de la ville de Paris. De la ville de Paris, on est en 1705. Si l'on regarde d'un petit peu plus près, vous voyez apparaître dans ce plan un temple d'Isis. Et en particulier, vous voyez apparaître ici Saint-Germain, le faubourg de Saint-Germain, l'abbaye de Saint-Germain qui est à proximité d'un temple d'Isis. Ceux d'entre vous qui habitent le 7e arrondissement ne doivent pas beaucoup voir de temple d'Isis. Mais il y aurait eu, il n'y a jamais eu bien évidemment, un temple d'Isis à cet endroit. C'est normal, puisque Paris est la ville d'Isis. Avançons un peu. Il est un opéra que tout le monde adore, c'est la Flûte enchantée de Mozart. Cette Flûte enchantée, comme vous le savez, est un opéra initiatique isiaque, puisqu'il faut arriver à la sagesse et donc il faut subir et transformer des épreuves. Lorsque Mozart compose son opéra, et lors de la première représentation en 1791, les décors faits par Gell et Nessalter, qui sont aujourd'hui conservés au musée de Vienne, présentent les cartons, et sur ces cartons, vous voyez apparaître un décor qui est très peu égyptien. C'est un décor qui est beaucoup plus romain ou grec qu'égyptien. Les trois suivantes de la Reine de la Nuit, n'en parlons même pas. Derrière leur mantille, elles n'existent pas, en quelque sorte. Papageno, lui, est évidemment recouvert de plumes, ça c'est facile, mais regardez en face, Sarastro qui est en face, lui, il a une tenue romaine. C'est-à-dire qu'on est dans une Égypte qui est une Égypte romaine, en fait. C'est la première représentation de Mozart. En 1813, il y a à Berlin une nouvelle représentation de la Flûte enchantée. Cette fois-ci, les décors sont de Schinkel. Et voici dans les cartons conservés à la Bibliothèque nationale de France, le décor de l'île de la Reine. Et vous voyez que ce décor, cette fois-ci, est très égyptien. Il a totalement changé. Vous avez un sphinx énorme au milieu d'une île qui est elle-même dans une sorte de lac. Que s'est-il passé? Pourquoi le décor a-t-il changé comme ça? Eh bien, entre-temps, il y a eu l'expédition de Bonaparte et c'est le moment où paraissent les premiers volumes de la description de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a, comme disait tout à l'heure M. Ralid, il y a un mouvement fondateur de Bonaparte qui va faire avancer tout d'un coup la connaissance que l'on a de l'Égypte. Regardez comme c'est extraordinaire, toujours dans ces décors de Schinkel. Nous sommes à l'acte 2, scène 20, c'est l'intérieur du mausolée, mais on se croirait dans le Sérapéum, pratiquement dans le Sérapéum de Memphis, avec toujours cette image étonnante, les statues sont en fait des momies. Ce sont des momies représentées droites. Et puis, on commence à voir apparaître, non pas le disque avec les ailes, mais une tête entourée d'ailes. Regardez ici, dans la scène 30, le Temple du Soleil, toujours dans les décors de Schinkel, vous avez un décor à l'égyptienne, avec réellement une architecture qui est celle que vous trouvez en Égypte, les colonnes, les corniches, les gorges, mais au centre, cet invraisemblable trône de la déesse, et l'approche avec des personnages un peu penchés qui ont plus un petit côté indien, peut-être berbère, je ne sais pas, en tout cas indien que égyptien. Abandonnons un instant Mozart. Un des autres phénomènes importants de la fin du XVIIIe et fondateur de la politique et de l'attitude vis-à-vis de la connaissance et de sa divulgation, c'est le mouvement de la franc-maçonnerie qui se développe et qui s'amplifie. Et le mouvement de la franc-maçonnerie va lui aussi chercher des racines dans un terreau égyptien. Ici, nous sommes dans l'ouvrage de l'abbé Terrasson, qui a consacré tout un livre à la démonstration de l'origine égyptienne de la franc-maçonnerie. Parce que les symboles y portaient, bien évidemment, mais aussi parce que c'était le moyen de pouvoir décrire des racines qui échappassent à la religion. C'était le moyen d'avoir une structure qui mette en cause l'ancien régime et qui, en même temps, soit d'une profondeur historique que l'on ne puisse discuter.
Il y a donc une volonté polémique qui fait que tout l'appareil de la franc-maçonnerie du XIXe siècle va se trouver impliqué dans l'Égypte pharaonique. Alors, on a beaucoup parlé de lui, il est temps de voir un peu. Retour d'Égypte, donc. Retour d'Égypte, comme vous le savez, ça caractérise un style forcément marqué par la civilisation pharaonique. Je n'ai pas résisté au plaisir de faire un peu d'autodérision, c'est-à-dire de vous montrer à la fois Bonaparte triomphant, bien sûr, nous sommes dans une imagerie qui est l'imagerie d'Épinal, et sur la gauche de l'écran, quelque chose d'un peu moins respectueux, qui est un dessin anonyme conservé à la Bibliothèque nationale, qui représente un des savants de l'expédition d'Égypte. Bon. Et puis, en médaillon, j'ai glissé le pommeau d'une épée de membre de l'Institut d'Égypte, qui est aujourd'hui le pommeau de l'épée des académiciens. C'est le régime et c'est le costume décrit par Bonaparte lorsqu'il devint Napoléon et qu'il institua l'Institut de France. Donc vous avez ici, sur le pommeau de cette épée, une Isis Faria, celle que j'évoquais tout à l'heure, cette Isis Euploia, cette Isis qui favorise la navigation et qui est à l'origine de Paris. Une autre des pseudo-étymologies populaires et terribles, c'est par Isis. Mais ça, c'est autre chose. L'expédition d'Égypte et surtout la publication des travaux de ces savants. Vous savez, on dit les savants de l'expédition d'Égypte. En fait, c'était des techniciens plus que des savants. C'était des jeunes hommes dont le plus vieux devait avoir à peu près 30 ans, qui étaient des géomètres, des experts, et qui sont partis d'écrire. Ils ont dessiné, relevé, ils ont fait un travail absolument extraordinaire. C'est après qu'ils sont devenus savants, quand ils ont digéré le résultat de leurs travaux. Mais ils avaient tous énormément de talent. Énormément de talent. Et parmi eux, il y avait Vivant Denon. Vivant Denon, que vous voyez en bas en médaillon vu par lui-même, et puis en haut vu par André du Tertre, c'est un peu moins flatteur, bien évidemment. Mais Vivant Denon avait deux grandes qualités, entre autres. Il a fini couvert d'honneur, régnant sur les collections françaises, mais il avait comme premier talent d'être un extraordinaire dessinateur et peintre, et comme deuxième talent d'être très rapide. Tellement rapide qu'il est revenu dans le premier train de retour avec l'empereur, et il est arrivé à Paris avant que ses collègues, qui étaient restés coincés en Égypte, aient pu venir. Et il n'a rien eu de plus pressé que de leur brûler la politesse et de publier une description avant que ses collègues aient pu travailler. Ils n'ont pas apprécié, mais ça a permis au public d'avoir très rapidement des éléments qui ont conforté cette image qui était en train de se constituer d'un exotisme fondateur. Je vous montre ici quelques-uns des dessins que vous trouvez dans le voyage dans la basse et haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte de Vivant Denon. Vous voyez ici le sphinx de Giza. Par parenthèse, vous voyez qu'il est enfoui dans le sable. Il a été désensablé à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Et puis quelques croquis des têtes réalisées par Vivant Denon qui sont pour beaucoup dans l'image d'exotisme qui va se développer. Vous voyez ici des ruines romantiques, c'est-à-dire Hierakonpolis. Nous sommes en Moyenne-Égypte et on a cette vue très romantique, pas très exacte si vous voulez topographiquement, mais qui va entretenir ce mouvement de l'exotisme oriental qui vient prendre le relais de l'exotisme classique qui commence à s'émousser à cette période-là. C'est le moment où l'orientalisme va petit à petit remplacer l'admiration des ruines et de la grandeur passée de Rome, aussi des ruines et de la grandeur passée d'Athènes, parce que, à ce moment-là, eh bien, le grand Turc a mis la main sur l'Asie mineure et a mis la main sur des régions qui deviennent des éléments de cet exotisme un peu plus lointain que l'Égypte vient renforcer en lui donnant une antiquité plus grande. Voilà ici une scène de genre, c'est-à-dire un diwan militaire, une réunion tenue par les membres de l'expédition. Et vous remarquez tout de suite que nos Français, nos membres de l'expédition de Bonaparte sont costumés à l'arabe et ont adopté, certains d'ailleurs deviendront musulmans et entreront dans la culture qu'ils découvrent. Alors évidemment, cette description de l'Égypte va livrer, dans le début du XIXe siècle, au public, qui n'en revient pas, des images extraordinaires
où l'on voit apparaître des monuments aux couleurs extraordinairement vives, variées, un mobilier, des peintures qui changent totalement de ce à quoi l'on était habitué. Vous n'avez pas besoin de réfléchir beaucoup en voyant sur ces pages de la description de l'Égypte que je vous montre les sièges antiques. Vous y voyez immédiatement l'origine d'un style retour d'Égypte que nous allons découvrir. Cette description de l'Égypte que vous voyez ici, j'ai mis cette photo pour M. Ralit, c'est le meuble Charles Morel qu'en 1834, Louis-Philippe a offert au Sénat. Et aujourd'hui, elle orne votre beau palais. Et d'ailleurs, la photo a été prise sur place, si je puis dire. Et vous voyez que cette description de l'Égypte, qui est le plus grand monument de la littérature française, le plus lourd, le plus grand, plus de 1000 planches, 3000 pages, un ouvrage extrêmement long qui a une qualité littéraire d'ailleurs certaine par moment, a été, lorsqu'il est sorti de presse, été donné ou vendu, selon qu'il était attribué ou non par le gouvernement, et Morel, Charles Morel avait été chargé de construire un meuble spécial. Il fallait un meuble spécial et il n'y avait aucune bibliothèque ne pouvait accueillir ces volumes. Et donc il a fait ce meuble que vous voyez ici, dont les plans étaient donnés à quiconque achetait le volume. Et donc on pouvait aller se faire chez Morel le meuble qui permettait d'entrer, de faire entrer les volumes. Et bien entendu, quelques-uns de ces meubles ont été faits spécialement. Et en particulier pour la famille royale a été fait ce meuble dont vous voyez que les pilastres sont des têtes de la déesse Hathor. Donc le mythe va jusqu'au contenant de la description. Un autre exemple de la description qui est fait par l'ébéniste Johann Högel, qui est à Salzbourg, dans l'abbaye bénédictine Saint-Peter de Salzbourg, où là, vous voyez, on est allé encore plus loin, c'est carrément la reproduction d'un naos égyptien. Puisque nous entrons dans cette belle période, évidemment, je ne résiste pas. Je vous emmène voir quelques chefs-d'œuvre de la manufacture de Sèvres. Donc nous allons voir quelques-uns de ces services qui ont été faits pour commémorer l'expédition et qui ont été souvent commandés par l'empereur, puis ensuite qui vont aller de commande en commande jusque sur la table de la Grande Catherine. Alors je vous en montre quelques exemples parce que ce sont des choses étonnantes. Voici un médaillé, cette fois-ci on n'est pas dans Sèvres, mais on va y revenir, c'est le médaillé de Vivant Denon, qui a été fait par Biennet, qui est aujourd'hui conservé au Metropolitan Museum of Art à New York, qui lui évidemment est la reproduction d'un naos, d'une petite chapelle égyptienne. Alors, quelques belles pièces. Voici tiré du Victoria and Albert, un guéridon au griffon, qui est assez impressionnant. De même, une console du Palazzo Real et de Madrid, où vous voyez les sphinges, qui sont l'exemple même d'une acculturation esthétique. La sphinge n'existe pas en Égypte, ce sont des sphinx. La sphinge est une création grecque, si je puis dire, mais on va télescoper les deux de façon à créer un exotisme, comme auraient dit certains, plus exotique que l'exotisme. En bas, vous avez la théière et la tasse du cabaret à thé de Joséphine, donc fait pour l'impératrice à Sèvres en 1808. Encore quelques images, de façon à vous préparer à un épisode un peu plus théorique après. Une réédition moderne, alors je ne fais pas de publicité pour la manufacture de Sèvres, mais vous pouvez toujours acheter les copies modernes de cela, en particulier la jatte à lait du service égyptien de Sèvres, et vous voyez des hiéroglyphes représentés en frise sur cette jatte à lait. Ils sont tous plus fantaisistes les uns que les autres. Mais n'oubliez pas que les savants, entre guillemets, qui ont fait les relevés de l'expédition ne savaient pas lire les hiéroglyphes. Imaginez ces gens qui ont relevé des parois entières de monuments en hiéroglyphes sans connaître les hiéroglyphes. Eh bien, ils ont plus de 80% de bonne lecture. Et après, bien entendu, Champollion, avec l'impatience des génies, peste contre ces gens qui font des fautes, mais il oublie qu'ils n'étaient pas capables de le lire, et grosso modo, c'est pas mal. Par exemple, ici, sur ce sucrier du service de Sèvres, qui a été fait sur un dessin de Vivant Denon, qui est aujourd'hui au Musée national de la céramique, une pièce extraordinaire avec la tête. Eh bien, les cartouches sont faux, mais les représentations de Touéris et de Néfertum sont exactes. Encore une petite promenade dans
dans ces services. Regardez, le confiturier du service égyptien, c'est extraordinaire, avec les petites têtes de canard, c'est absolument délicieux. Et voilà le dessin, qui est un dessin fait sur un fond de vivant de nom. Et vous voyez bien dans la réalisation, on voit tout de suite que les hiéroglyphes sont fantaisistes, bien évidemment, mais l'idée, la forme, et en même temps la création que cela a supposé. C'est-à-dire qu'on a inventé ces formes de petits objets avec un couvercle maintenu par deux têtes de canard, mais vous connaissez ça dans un ensemble qu'on ne pouvait pas connaître à l'époque. Vous avez les boucles qui proviennent du trésor de Toutankhamon, qui procèdent exactement du même esprit. Donc il y a eu une rencontre, si vous voulez, entre créateurs sur un fond qui se voulait comme commun. Ici, voilà, j'évoquais la Grande Catherine. Voici le surtout du service à dessert du service impérial de la Grande Catherine, commandé spécialement à Sèvres et qui aujourd'hui est conservé dans le très beau musée de Koskovo, grand musée des céramiques. Vous voyez que l'on va très loin. Le pylône que vous venez de voir n'a d'égal que le décor de la cour du Temple du Soleil, toujours pour la flûte enchantée, fait par Simon Quaglio et qui est au Theatermuseum de Munich aujourd'hui, qui date de 1808. Vous voyez que là, on est carrément dans une planche de la description de l'Égypte. Les égyptologues, puisque c'est une race qui va commencer à exister à partir du moment où Champollion a déchiffré les hiéroglyphes, il va commencer à y avoir des égyptologues. Ces égyptologues vont petit à petit entrer dans le jeu. Ils vont y entrer d'abord indirectement. Ici, nous sommes en 1827, nous sommes dans les décors du Moïse de Rossini. C'est les décors d'Auguste Caron qui sont eux aussi conservés à la Bibliothèque nationale de France. Eh bien, pour ces décors et pour les personnages, Hippolyte Lecomte est allé consulter la description de l'Égypte et a fait des aquarelles qui ont servi de carton pour faire et les uns et les autres. C'est-à-dire que l'on va s'inspirer directement maintenant à la source. Ici, une esquisse de décor de Cambon. Bon, je n'insiste pas, je continue. Regardez ceci, c'était étonnant. Nous sommes dans les maquettes de costumes faits pour probablement, je ne sais plus quel opéra, j'ai oublié. Enfin bon, c'est des maquettes qui sont faites d'après Champollion. C'est-à-dire qu'on va recopier directement de façon à... Vous apercevez un Ramsès II, et je vous disais tout à l'heure que les égyptologues entrent en jeu. Ici, nous sommes dans Haïda. Qui a fait le décor? Auguste Mariette. C'est Auguste Mariette. Ce sont des cartons qui aujourd'hui sont conservés. Les décors originaux, malheureusement, ont brûlé au Caire en 1972 dans l'incendie de l'opéra. Mais vous voyez, nous sommes de plein pied, c'est-à-dire que l'opéra, qui est la forme théâtrale qui permet ces alliances les plus folles, en quelque sorte, à la fois par la mise en scène, la musique, la machinerie, intègre totalement et crée un monde qui, à peine perceptible, est devenu totalement présent. C'est le monde de l'Égypte. Et l'Égypte va s'associer profondément, l'Égypte pharaonique, à cela. Regardez les cartons faits par Mariette pour Haïda, qui sont quelque chose d'extraordinaire. Alors, après ce long tour, après avoir constaté que j'aurais pu vous ajouter des publicités pour tel ou tel produit, tout en carton, etc., on aurait pu aller très loin dans cette direction-là. Mais il y a une question, je n'ai pas répondu à la question que j'avais posée tout à l'heure. Bien sûr, nous partageons ces horizons, comme nous avions dit diplomatiquement lorsque nous fêtions le bicentenaire de l'expédition. Mais pourquoi? Pourquoi nous, dans notre 21e siècle? Pourquoi les Romains qui dominaient le monde? Pourquoi l'Europe de la Renaissance, qui n'en avait à peu près rien à faire, tout d'un coup a voulu vivre à l'heure égyptienne, a voulu décrire le monde à l'heure égyptienne? Alors pour le comprendre, il faut quand même voir un peu d'objets égyptiens. Rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Je vous emmène d'abord voir un sarcophage qui provient de la collection Drovetti, que j'ai présenté là parce que c'est un sarcophage que Champollion a connu. Et vous y voyez une femme qui fait le pont au-dessus du sol, c'est le ciel, la déesse Nout.
Au sol, vous avez Geb, le dieu de la terre, et entre les deux, Chou, qui sépare le ciel de la terre. Vous avez une première image du monde tel que le voyaient les Égyptiens. C'est plus clair sur ce papyrus parce que vous n'avez pas les fonds. Vous avez exactement la même chose et vous voyez que entre Geb au sol et Nout en l'air, il y a un bateau sur lequel navigue le dieu Ré. Et ce dieu Ré fait le tour du monde. Le jour, il éclaire le monde des vivants. La nuit, il va éclairer le monde des morts. Dans cette espèce de circuit continu que vous voyez ici représenté sur un papyrus qui est conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne, le soleil, dans sa course diurne, n'arrête pas de passer du monde des vivants au monde des morts. Et vous voyez que sa course permet d'irriguer l'ensemble de la Terre. Vous voyez les petits personnages avec des houes qui sont en train de travailler le sol et sont entourés par de l'eau. Les deux déesses, de chaque côté, Mesrenet et Neit, sont en train de verser de l'eau. Le monde est donc une terre qui sort d'un immense océan et qui est parcouru par le soleil. Alors les Égyptiens, bien évidemment, le voyaient comme une galette plate. Ils n'avaient pas l'idée de la rotondité de la terre, mais cette galette plate était réversible. Vous aviez un côté vivant et le côté mort, les deux mondes étant parfaitement symétriques. D'ailleurs, les premiers se retrouvant généralement dans le monde des seconds. Alors voilà ici votre première carte géographique. C'est la plus ancienne que vous ayez vue et que vous verrez jamais probablement. C'est un autre papyrus funéraire, c'est la déesse de la nécropole, vous voyez, c'est la petite dame qui porte des fleurs, qui adore un babouin, un chacal et une vache. Ça part comme une fable de La Fontaine. La vache, c'est la déesse Hathor, qui protège la nécropole. Et vous voyez qu'il y a un personnage qui brandit un disque qui est en train de sombrer dans une montagne. C'est le disque solaire qui se couche et qui va entrer dans le monde des morts. Vous voyez, c'est un passage. Voilà ici, sur cet autre sarcophage, le franchissement de l'ouest et de l'est par ce soleil qui va passer du monde des vivants au monde des morts. Je parlais d'une carte. C'est une véritable cartographie. Regardez se dérouler devant vos yeux la première carte. À droite, vous avez une dame, qui est la déesse de la nécropole, qui assiste un personnage qui est juste devant elle. Ce personnage, c'est le défunt, c'est le propriétaire du papyrus. Il est en train d'adorer un faucon qui est monté sur un pavois et devant lequel il y a une plume. Et puis derrière, il y a un bélier qui est monté lui aussi sur un pavois. Le faucon, c'est l'ouest. Donc il est tourné vers l'ouest, c'est-à-dire vers le lieu où se couche le soleil. Et puis, derrière le bélier, vous avez... Le bélier, c'est le grand dieu qui est dans son disque, c'est-à-dire le dieu Ré. Vous voyez que le dieu Ré plonge dans le monde des morts. Dans le monde des morts, il va circuler jusqu'à ressortir à l'extrême gauche de l'écran. Il va passer devant deux personnages qui lèvent les bras en l'air. Vous avez vu ? Il y en a un qui a une petite canne sur la tête, une petite pousse, qui représente les millions d'années. Et puis l'autre, il a trois hiéroglyphes qui veulent dire éternité de temps. Il passe donc devant les années et l'éternité du temps pour arriver à l'infini. Jet, c'est le grand serpent avec une langue de terre en dessous. Ce faisant, il va rencontrer la fille de Ré, la déesse Maat. Alors la déesse Maat, c'est l'équilibre du monde. C'est elle qui fait que nous sommes là ce soir, assis chacun à la place en principe que nous devons occuper. Peut-être qu'elle s'est trompée, je ne sais pas, mais enfin pour ce soir, on peut espérer qu'elle ne s'est pas trompée. Et cette déesse Maat est en train de recouronner Horarti. Horarti, c'est le soleil au moment de son lever. Et ce soleil, au moment de son lever, il arrive devant un personnage qui aussi lui rend, qui est en train de l'adorer, qui est les confins, le bout du monde. Et une fois arrivé au bout du monde, eh bien, il ressort et il arrive à l'orient du ciel. Donc vous avez le parcours linéaire de droite à gauche du dieu soleil dans le monde des morts. Et puis il va faire le parcours inverse dans le monde des vivants. C'est-à-dire que nous avons affaire à un cosmos parfaitement organisé, qui est universel, puisqu'il est fondé sur le cours du soleil, et qui a un énorme avantage, c'est qu'il permet de donner une place aux morts comme aux vivants.
En Égypte, tout le monde est à sa place et personne ne doit en bouger parce que celui qui bouge fausse tout le jeu. Voilà encore une image d'un personnage dont le nom n'est pas si difficile à prononcer, monsieur le ministre. Nessipauti Outaoui, ça va tout seul, qui est donc la sortie du disque solaire en dehors du monde des morts, sous l'œil bienveillant d'Hathor. Ce monde est très organisé, comme je vous l'ai dit. Nous venons d'en voir la cartographie. Si nous allons dans une tombe, je vous emmène dans une des très belles tombes, Toutmose III. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de pyramide, il n'y aurait pas de momie, mais il y aura quand même une tombe. Je vous emmène dans la tombe de Toutmose III, et vous voyez que la tombe elle-même donne une image de l'univers. Vous avez une plinthe en bas, qui est la limite du sol, et puis vous avez toutes les représentations qui sont la hauteur, l'épaisseur en quelque sorte du monde, et puis au-dessus vous avez un ciel étoilé qui est le ciel. Que l'on soit chez les vivants ou que l'on soit chez les morts, le monde est organisé. Et vous voyez, cette organisation, elle est toujours très structurée. Vous avez des registres avec des... C'est moi qui parle. Vous avez, pour quelques instants encore, vous avez des registres avec un cheminement d'eau, puisqu'on se déplace, c'est le dieu Ré qui se déplace sur son bateau. C'est-à-dire que dans ce monde, tout est à sa place, tout fonctionne, et chaque élément est en résonance avec l'ensemble de l'univers. Encore un petit regard chez Séti Ier, un des plus beaux tombeaux, plus magnifique qu'il soit. Vous voyez que, en fonction de la splendeur du lieu, la représentation du monde se complexifie. Vous avez ici le monde qui est représenté par la deuxième flèche verticale, devient immense. Il est de plus en plus compliqué, il y a des heures, il y a des passages, et il repose en bas sur une frise dans laquelle vous voyez des personnages, les mains attachées dans le dos et la tête coupée. Ce sont les méchants, les ennemis qui essaient de faire ressurgir le chaos dans le monde. Ceux-là sont bien entendu maintenus à leur place. Et puis en haut, vous avez un ciel étonnant. Regardez. Une représentation complète du ciel, c'est-à-dire le ciel avec les astres, les planètes, les décans. Dans cette tombe, donc cette tombe est une réduction complète de l'univers. On peut dire que Séti Ier occupe le monde entier. Et cela, vous le trouvez en Égypte, dans les grandes comme dans les petites choses. Quittons l'Égypte. Je vous emmène à côté de Rome. Je vous emmène à Tivoli, dans la Villa Adriana. Adrien, l'empereur Adrien, rien à voir avec le calendrier berbère, l'empereur Adrien avait une ambition et une faiblesse. Son ambition, c'était d'arriver à résoudre un problème quasiment insoluble. Faire que Rome, qui avait du mal à oublier qu'elle était à l'origine une république de paysans, fortement enracinée dans son terroir, était devenue la maîtresse du monde. C'est difficile de faire comprendre à des citoyens pour qui la notion de civitas est forcément liée à un territoire, que tout d'un coup ils doivent se penser à l'échelle de l'univers. César avait essayé, ça s'est soldé par l'Empire. Auguste y avait assez bien réussi. Et Adrien relançait en quelque sorte, cet universalisme de Rome. Ça, c'était son ambition. Sa faiblesse s'appelait Antinoüs. Il était beau, il était jeune, il avait l'esprit aventureux et il était allé en Égypte. Manque de chance, il s'est noyé dans le Nil et il s'est noyé en Moyenne-Égypte. Le désespoir de l'empereur fit que tout d'un coup, la théologie et la cosmologie égyptienne furent plus que jamais au goût du jour. Ce contre quoi, autrefois, le Senatus Consulte des Bacchanales en 186 avant Jésus-Christ s'était fortement opposé en interdisant l'introduction des cultes barbares orientaux, a été annihilé. Fort bien entouré, fort bien conseillé par des prêtres égyptiens qui y voyaient probablement leur intérêt, l'empereur a conçu une vision du monde qui lui permettait à la fois de réintégrer Antinoüs, de faire de Rome la maîtresse du monde, et sans avoir d'ennui avec ses voisins. Il a assimilé Antinoüs à Osiris.
Vous savez qu'Osiris, une fois mort, son corps a été jeté à l'eau et découpé après avoir été découpé en plusieurs morceaux. En plus, vous n'êtes pas sans ignorer qu'un épouvantable poisson, le poisson oxyrhynque, avait causé des dégâts irrémédiables à la partie principale d'Osiris, celle qui lui permettait de se reproduire. Isis avait reconstitué le corps de son pauvre époux défunt, à l'exception bien évidemment de la pièce en question. Et ensuite, elle l'avait enterré. Et la passion d'Osiris, assassinée, dépecée, puis reconstituée, a donné l'archétype de la passion de chacun d'entre nous en Égypte ancienne. On meurt, le corps était viscéré, on le momifie et l'on renaît pour passer devant un tribunal qui vous justifie. Donc Osiris est devenu le prototype de la vie éternelle, le prototype de la Renaissance. Et ce prototype était lié à l'image d'une cosmologie céleste qui permettait de décrire l'univers entier. Voilà comment, roi des morts, il s'est substitué à ce qu'il était, roi des vivants. Et l'image a paru fort heureuse à Hadrien et à ses théologiens, car il a eu la possibilité, tout d'un coup, de transformer Antinoüs en un héros mort noyé, et de cette époque date d'ailleurs le culte de plusieurs héros noyés dont, paradoxalement, les sanctuaires sont souvent en zone désertique. Je pense au temple à Rarga, au temple de Pyrrhis, qui est en plein désert. Alors là, on est à 400 km de toute côte, hein, en plein désert, et là, il y a un héros noyé qui est divinisé, parce qu'il est un des symboles osiriens. Et donc, Antinoüs est devenu une pierre d'angle dans une reconstitution du cosmos égyptien, cette fois-ci taillée à l'échelle de l'Empire romain. Donc nous voici à la Villa Adriana, nous sommes dans le Canope, c'est-à-dire ce grand bassin qui a été créé par Hadrien. Eh bien, ce Canope, ce grand bassin, est une carte du monde. Ici, nous sommes au sud, nous sommes dans la grotte. Cette grotte, d'où coule l'eau qui va alimenter le Canope. Eh bien, cette grotte, c'est le Nil. C'est le Nil et le delta du Nil que vous voyez apparaître devant vous, sous la dalle qui est devant vous, ce delta du Nil dont l'eau va aller se jeter dans le bassin qui représente la Méditerranée. Quand on parcourt ce bassin en allant du sud vers le nord, on passe devant les représentations des cités grecques. C'est-à-dire qu'on passe de l'Égypte à la Grèce. Vous voyez au passage un crocodile qui n'est pas tout à fait à sa place. Et l'on arrive au bout du bassin, voilà les cités grecques que vous voyez devant vous, et au bout du bassin, on trouve Rome. On arrive à Rome avec un Sarapis couché qui accueille en quelque sorte l'eau de ce Nil qui est devenu Méditerranée. On a là un symbole extraordinairement fort, puisqu'on a à la fois la représentation géographique et temporelle de la transmission de pouvoir qui se fait à travers la course du disque solaire. Car vous avez bien remarqué que ce grand bassin a la forme d'un cartouche. Et ce cartouche que nous avons vu tout à l'heure, voilà pourquoi je vous ai infligé tout à l'heure ces papyrus. Ce cartouche, c'est ce qu'encercle le disque solaire. Shenenet iten, vous voyez, je n'ai pas résisté à la tentation de faire un tout petit peu de hiéroglyphe quand même. Shenenet iten, c'est-à-dire ce qu'encercle la boucle du soleil. Et si vous regardez ce cartouche, vous voyez qu'il a une base et qu'il a un sommet. La base, c'est celle qui est représentée par un trait horizontal, qui est le lien qui attache le roseau qui sert à faire le cartouche. Eh bien, cette base, si nous l'orientons en fonction du bassin de la Villa Adriana, c'est l'Égypte. La Méditerranée va jusqu'à Rome. L'Égypte est à l'origine, la Grèce est entre deux et Rome est au bout. Regardez sur une carte ce que ça donne. Nous voici dans Shenenet iten, nous partons de la région de Memphis et nous arrivons jusqu'à Tivoli. C'est-à-dire que la représentation de la Villa Adriana, c'est tout simplement l'affirmation de l'héritage égyptien transmis par la Grèce, récupéré par Rome. C'est quoi? C'est Ré,
le pharaon, Alexandre. Je vous rappelle qu'Alexandre était dans son idée, c'était Hélios, le mariage d'Alexandre, reproduit ensuite par César. Quelle horreur! C'était le mariage d'Hélios et de Sélénée, c'est-à-dire l'union de l'ensemble de l'univers à travers un personnage. C'est pour ça qu'il fallait absolument que le petit Césarion soit tué, parce qu'il était le maître du monde. On ne pouvait absolument pas le garder. Donc c'est ce que Hadrien, en hommage à Antinoüs, a fait dans sa Villa Hadriana. Il a montré par une carte vivante, en quelque sorte, que la transmission était directe entre l'Égypte et Rome, rejoignant ainsi Ammien Marcellin. Notre Ammien Marcellin qui ne savait pas lire les hiéroglyphes, mais qui pourtant déjà avait tout compris, et qui nous montrait que la racine profonde de la civilisation romaine, non pas sa racine historique, non pas son histoire propre, mais l'histoire qui lui permettait de grandir jusqu'à être à l'échelle du monde, ne pouvait être que celle qui émanait d'une civilisation qui avait été à l'échelle du monde. Car pour les anciens, l'Égypte était la mère de toute connaissance, c'était le premier grand pouvoir qui a unifié le monde. Et lorsque les Perses ont entrepris, eux, juste avant qu'Alexandre ne vienne gâcher la fête, lorsqu'ils ont entrepris de dominer le monde, et ils l'ont fait, ils ont conquis l'Égypte. Et qu'ont-ils fait en Égypte, qu'ont-ils fait de l'Égypte? Quand Darius a voulu manifester son pouvoir, je ne vous le montre pas parce que je crois que je ne l'ai pas ici, mais ça va nous servir de conclusion. Lorsque Darius a voulu manifester son pouvoir sur l'ensemble du monde, il s'est fait faire une statue qui le représente. Cette statue est faite dans une pierre qui vient d'Égypte. Elle a été gravée à l'égyptienne. Il est représenté à la perse, mais avec des inscriptions dans les 3 langues de son royaume, plus une inscription hiéroglyphique qui le décrit comme étant le maître de l'univers, le dieu Ré. C'est ce qu'Alexandre a fait ensuite. C'est ce que Hadrien essaie de faire ici, c'est ce que vous voyez dans les statues du musée grégorien. Regardez cet Anubis. Cet Anubis, il est dans une toge romaine. C'est un Égyptien romanisé ou c'est un Romain égyptianisé? Et regardez cette représentation de Sarapis, Isis et Néfertum. Est-ce qu'on ne pourrait pas presque penser qu'elles font partie des opéras que nous avons aperçus tout à l'heure? Vous voyez, les siècles s'abolissent, le temps s'efface, et nous nous retrouvons devant une recherche commune, un goût commun de civilisations qui, a priori, ne sont pas liées les unes aux autres historiquement, qui se retrouvent dans le seul élément qu'elles n'ont pas en commun, donc le seul qu'elles ont vraiment en commun, la civilisation pharaonique. C'est peut-être pour ça que je suis parmi vous ce soir d'ailleurs. Je vous remercie.